Bonne année! Bonjour à vous, chers auditeurs. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous semaine après semaine et d'évoluer avec nous. En ce début d'année, je me joins à l'équipe d'Évoluons avec l'âme des célébrités pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de lumière et de renouveau. Que 2026 vous apporte la clarté, la paix intérieure et de l'expansion sur tous vos plans. Cette semaine, pour notre spécial Jour de l'An, nous recevons les âmes de Michelle Pfeiffer et de Zac Efron, deux présences lumineuses qui viennent nous partager leur vision, leur sagesse et leurs élans pour l'année qui commence. Je suis Julie Leblanc, votre animatrice et médium multidisciplinaire, et pour ouvrir cette émission, commençons par les retours de la table ronde céleste, où plusieurs âmes vedettes se sont réunies pour discuter des enjeux mondiaux qui traversent notre humanité en ce moment. Vous allez voir, ça va aller un petit peu plus vite parce qu'il n'y a pas de retour autre que celle de la table ronde cette semaine. La lumière de la table ronde céleste se met à vibrer différemment. Une onde ancienne, dense, presque minérale, traverse l'espace. Et soudain, une silhouette se forme. Un homme portant une longue robe de médecin et astrologue fait son entrée. Son regard est profond, insondable, comme s'il contenait 1000 couches de temps. Nostradamus prend place. Il ne parle pas tout de suite. Il observe, il ressent. Il écoute les lignes du futur comme d'autres lisent les lignes de la main. Puis il incline légèrement la tête, comme pour saluer les auditeurs à travers les siècles. Sa voix est calme, posée, presque hypnotique. Il dit, le monde traverse une période de grande transition. Vous êtes à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Les humains croient que tout s'effondre, mais en vérité, tout se réorganise. Les structures qui ne servent plus tombent. Les illusions se dissipent, les vérités cachées remontent. Il explique que l'humanité vit un choc de conscience, que les systèmes politiques et économiques montrent leurs limites, que les relations humaines se redéfinissent, que les identités se fluidifient, que les anciennes certitudes se dissolvent. Pour lui, c'est pas une catastrophe, c'est une purification. Il dit, vous êtes dans un passage, une porte étroite. Ceux qui résistent souffriront davantage. Ceux qui souffrent, qui se débrouillent, qui acceptent de ne plus savoir, entreront dans une nouvelle forme de liberté. Il voit aussi monter la peur, la division, la confusion, mais il dit que ce n'est qu'un brouillard avant l'aube. Nostradamus ne parle pas en slogan, il parle en principe, en loi universelle. Il dit de revenir à la simplicité, que la complexité est une illusion des temps troublés, de revenir à ce qui est simple, respirer, ressentir, observer, aimer. La simplicité est un remède. Il parle également de développer sa lucidité intérieure. Il insiste sur la nécessité de voir au-delà des apparences, de ne pas croire tout ce qui est dit et de ne pas se laisser hypnotiser par le bruit du monde, que le discernement sera votre plus grande protection, affirme-t-il. Il parle également de se reconnecter au cycle naturel. Il parle de la nature comme un maître oublié. Il dit que l'humanité doit réapprendre à écouter les saisons, les rythmes, les intuitions, les synchronicités. Il parle de s'unir plutôt que de se diviser. Les forces qui cherchent à vous séparer sont nombreuses, dit-il, mais la lumière se renforce quand les humains se rassemblent. Il parle d'une solidarité nouvelle, plus consciente, mature, vibratoire, comme de cultiver la paix intérieure en tant qu'acte politique. Pour lui, la paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Ce qui est en paix ne peut être manipulé. Celui qui est centré devient un phare.
Puis, Nostradamus ferme les yeux. Il pose les mains sur la table ronde céleste. Une lumière bleutée se répand. Il nous dit, je vous bénis pour cette nouvelle année. Je bénis votre clairvoyance, votre courage, votre capacité à traverser les ombres sans vous perdre. Je bénis votre cœur, qu'il devienne un instrument de vérité. Je bénis votre esprit, qu'il devienne un miroir limpide. Je bénis vos pas, qu'ils vous mènent vers ce qui vous élève. Et je bénis votre humanité malgré vos erreurs. Vous êtes une espèce en pleine naissance. Que cette année soit un seuil, que vous le franchissez avec dignité et que la lumière vous guide. La lumière bleue se dissipe, Nostradamus incline la tête, puis il se retire légèrement, laissant la place au prochain invité. Et c'est une énergie différente qui se manifeste autour de la table. Là où Nostradamus apportait une densité prophétique, voici maintenant une vibration plus vive, plus théâtrale, plus espiègle. Une silhouette apparaît drapée dans un manteau sombre, le visage éclairé par un sourire fin, observateur, ironique. Il s'incline légèrement comme une scène invisible. Molière vient de faire son entrée. Il regarde autour de lui, amusé, comme s'il retrouvait un public qu'il connaît depuis toujours. Puis il prend place, posant ses mains sur la table avec une élégance naturelle. Sa voix est claire, articulée, vibrante d'intelligence. Il dit, ce siècle qui est le vôtre ressemble étrangement au mien. Les hommes changent de costume, mais non de nature. Les vanités demeurent, les hypocrisies prospèrent. Les passions gouvernent encore les esprits. Il observe l'humanité moderne avec lucidité, presque tendre. Il voit des gens qui courent sans savoir où ils vont, des sociétés obsédées par l'apparence, des discours qui sonnent creux, des égos qui se déguisent en vertu. Il sourit doucement. Vous avez inventé 1000 façons nouvelles de vous distraire de vous-même, mais vous n'avez pas encore appris à vous regarder avec honnêteté. Voilà votre plus grand défi. Pour lui, le monde actuel souffre d'un excès de masques, des masques sociaux, émotionnels, numériques, des masques qui protègent mais qui étouffent aussi. Il dit, l'homme moderne joue trop de rôles à la fois. Il s'épuise à vouloir plaire, paraître, convaincre. Il oublie d'être. La solution qu'il propose à l'humanité, bien, comme Molière ne parle pas comme un moraliste, il parle comme un homme qui a observé la comédie humaine toute sa vie. Premièrement, de retirer les masques. Le monde n'a pas besoin de perfection, mais de vérité. Osez être imparfait, mais sincère. Osez dire ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Pour lui, la guérison commence par la transparence intérieure. Rire de soi, puis il insiste. Le rire est un remède souverain. Celui qui sait rire de lui-même n'est plus prisonnier de son ego. Il devient libre. Le rire, pour Molière, n'est pas une fuite, c'est une alchimie, une façon de transformer les tensions en légèreté. Il parle également de développer l'esprit critique. Il observe que les humains croient trop vite, s'indignent trop vite, jugent trop vite. Apprenez à douter. Le doute est une sagesse. Il protège des faux prophètes, des illusions, des excès. Il parle également de retrouver la simplicité des relations humaines. Il parle de la nécessité à revenir à l'écoute, la présence, la parole vraie, la bienveillance et la lenteur. La relation est un art, nous dit-il, et comme tout art, elle demande du temps, de l'attention et du cœur. Il soulève également de cultiver la joie comme discipline. Pour lui, la joie n'est pas un hasard, c'est un choix, un entraînement.
La joie est une résistance. Elle est la preuve que l'âme demeure vivante malgré les tempêtes. Molière se redresse. Son regard devient plus doux, plus profond. Il nous dit: Je vous bénis pour cette nouvelle année. Je bénis votre courage d'être vous-même, sans masque, sans artifice, sans peur. Je bénis votre rire, qu'il vous libère des fardeaux inutiles et qu'il éclaire vos journées. Je bénis votre esprit, qu'il devienne vif, clair, affûté, capable de discerner le vrai du faux. Je bénis vos relations, qu'elles soient sincères, profondes, nourrissantes. Je bénis votre cœur, qu'il demeure ouvert, même lorsque le monde semble dur. Je bénis votre chemin pour qu'il soit guidé par la joie, la vérité et la lumière de votre propre âme. Il incline la tête comme à la fin d'une pièce, un salut, un remerciement, un adieu provisoire. C'est une énergie différente qui traverse la table. Elle n'est ni prophétique comme Nostradamus, ni théâtrale comme Molière. C'est une énergie terre à terre, solide, enracinée, mais vibrante d'une intensité rare. La silhouette qui se forme est un homme droit, simple, les épaules larges, le regard franc. Il ne cherche pas à impressionner, il est là, pleinement là, comme il a toujours été. Maurice Richard prend place. Il hoche la tête, un geste humble, presque timide, mais chargé d'une présence immense. Il ne parle pas tout de suite, il observe, il écoute, il sent l'énergie du groupe. Puis il pose ses mains sur la table comme on pose les patins sur la glace, avec respect. Sa voix est calme, posée, sans détour. Il ne parle pas en philosophe ni en poète, il parle en homme qui a vécu, qui a lutté, qui a aimé. Il nous dit: Le monde aujourd'hui, c'est un monde qui a perdu son centre. Tous les gens courent partout, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils veulent tout de suite, mais ils ne savent plus ce qui compte vraiment. Ils voient une humanité dispersée, stressée, déconnectée de ses racines, affamée de reconnaissance, mais pauvre en sens. Il dit que les gens ont oublié la valeur de l'effort, la beauté de la persévérance, la noblesse de tenir parole, la force de se relever. Dans mon temps, on n'avait pas grand-chose, nous dit-il, mais ce qu'on avait, on le respectait. On respectait la famille, on respectait la parole donnée, le travail bien fait. Aujourd'hui, tout va trop vite, les gens se perdent dans le bruit. Il ne juge pas, il constate avec une lucidité tranquille. Maurice ne parle pas en concept, il parle en valeur, en geste, en attitude. Il dit que les solutions pour l'humanité, c'est de revenir à l'essentiel, de couper le bruit, de revenir à ce qui compte, la famille, l'amitié, la santé, la dignité. Le reste, c'est du vent. Pour lui, l'essentiel n'est jamais compliqué, il est souvent silencieux. Il parle de tenir debout, même quand c'est difficile. Il parle de résilience, mais à sa manière, simple, directe, incarnée. Il dit, dans la vie, tu vas tomber, souvent. Ce qui compte, c'est pas la chute. C'est comment tu te relèves. Puis si tu te relèves pour les bonnes raisons. Ne jamais abandonner ce qui est vrai. Il dit que l'humanité doit retrouver le courage de défendre ce qui est juste. Pas pour être applaudi, pas pour être vu, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Quand tu sais ce qui est vrai dans ton cœur, tu lâches pas. Même si tu es seul, même si ça fait mal. Il parle également de respecter les autres, même quand on n'est pas d'accord. Il observe que le monde moderne est rempli de conflits inutiles. On ne peut pas tous penser pareil, mais on peut se respecter. Puis le respect, c'est la base de tout. Sans ça, il n'y a pas de paix. Il parle également de garder la vision
de garder la passion vivante. Il parle de passion comme un feu intérieur, un feu qui donne la direction, la force, puis le courage. Trouvez ce qui vous fait vibrer, dit-il, et donnez-vous à ça. Pas à moitié, pas quand ça vous tente. Donnez-vous pour vrai. Maurice ferme les yeux. Il respire profondément. Une lumière blanche, simple, pure, se dépose autour de lui. Sa bénédiction est courte, mais elle porte une puissance immense. Je vous souhaite une année solide, une année où vous allez vous tenir debout, une année où vous allez retrouver ce qui compte pour vrai. Je vous souhaite le courage, pas celui qui fait du bruit, mais celui qui tient dans le silence. Je vous souhaite de l'amour, du vrai, celui qui se prouve dans les gestes, pas dans les mots. Je vous souhaite de la paix dans votre cœur, dans votre maison, dans votre esprit. Et je vous souhaite la force de continuer, même quand c'est dur, même quand personne regarde. Que cette année vous ramène à vous-même, à votre vérité, à votre lumière. Il ouvre les yeux, son regard est clair, stable, profondément humain. Puis il incline la tête, humblement, comme un homme qui a tout donné et qui n'a rien à prouver. Une douceur inhabituelle descend autour de la table, pas une douceur naïve, mais une douceur forte, comme une lumière qui sait ce qu'elle éclaire. Une silhouette se forme, une femme vêtue d'un habit simple, le visage lumineux, les yeux d'une profondeur presque surnaturelle. Elle porte en elle la paix des monastères, mais aussi la force des pionnières. Marie de l'Incarnation prend place. Je fais une parenthèse. Marie de l'Incarnation fait partie du patrimoine spirituel du Québec. Ce n'est pas la mère de Jésus. On le fait dans un spécial Saint-Jean. Elle joint les mains, non pas par obligation, mais par présence. Elle regarde les âmes autour de la table avec compassion qui traverse les siècles. Puis elle sourit, un sourire humble, mais chargé d'une puissance intérieure immense. Sa voix est douce, mais ferme. Elle parle comme une femme qui a connu les épreuves, les doutes, les révélations, et qui a appris à lire le mouvement de l'âme humaine. Marie de l'Incarnation nous dit, le monde aujourd'hui est un monde qui a soif, soif de sens, soif de paix, soif d'amour véritable. Mais cette soif se manifeste souvent par de l'agitation, de la confusion et même de la colère. Les humains cherchent à remplir leur vide par des choses qui ne nourrissent pas l'âme. Elle observe une humanité déconnectée de son intériorité, qui est dispersée par les distractions, qui est affaiblie par la peur, mais secrètement qui est en quête de transcendance. Elle dit, vous vivez une époque où l'extérieur domine, les apparences, les performances, les possessions, mais l'âme, elle, appelle. Elle appelle fort. Et beaucoup souffrent parce qu'ils n'écoutent pas cette voix intérieure. Elle dit que le monde traverse une nuit spirituelle, mais une nuit qui prépare l'aube, que l'humanité est en gestation. Ce que vous vivez n'est pas une fin, mais un commencement. Une naissance est toujours précédée de douleur. Marie de l'Incarnation ne parle pas en dogme, elle parle en chemin, en pratique, en transformation intérieure. Elle nous dit de revenir au silence intérieur, que le silence est un sanctuaire, puis que dans le silence, l'âme se retrouve. Dans le silence, la vérité se révèle, et dans le silence, la paix descend. Elle invite les humains à créer des espaces de silence dans leur vie, quelques minutes par jour, un moment pour respirer, un instant pour écouter l'intérieur.
Elle parle de cultiver la présence. Elle dit que la présence est une forme d'amour. Quand vous êtes présent, vraiment présent, vous guérissez le monde autour de vous. La présence est une lumière. Elle apaise, elle élève, elle transforme. Elle parle également d'aimer sans condition, mais avec discernement. Elle parle d'un amour mature, mais pas d'un amour sacrificiel. Aimer ne signifie pas se perdre. Aimer signifie voir l'autre avec les yeux de l'âme, tout en restant fidèle à sa propre lumière. Elle insiste sur l'importance de l'amour lucide, un amour qui ne confond pas possession, compassion et complaisance. Elle parle également de guérir la relation à soi. Elle dit que beaucoup de souffrances viennent du rejet de soi. Vous ne pouvez pas aimer le monde si vous ne vous aimez pas vous-même. L'amour de soi n'est pas égoïsme, c'est un acte sacré. C'est reconnaître la présence divine en vous. Elle parle de la guidance, des présences, des forces invisibles et de se rappeler que nous sommes jamais seuls. Vous êtes accompagnés, nous dit-elle, soutenus, aimés, même dans vos nuits les plus profondes. Ouvrez-vous à cette aide, car elle est réelle. Marie ferme les yeux, une lumière dorée, douce, enveloppante, se dépose autour de la table. Une lumière qui ne force rien, mais qui transforme tout. Sa bénédiction est un baume, un souffle, une guérison. Elle dit, je vous bénis pour cette nouvelle année. Je bénis votre cœur, qu'il devienne un lieu de paix, un refuge pour vous-même et une lumière pour les autres. Je bénis votre esprit, qu'il se libère des peurs, des illusions et des pensées qui vous diminuent. Je bénis votre chemin, qu'il soit guidé par la vérité intérieure, par la douceur, par la force tranquille de votre âme. Je bénis vos relations, qu'elles deviennent des espaces de guérison, de respect, de croissance mutuelle. Je bénis votre vie, qu'elle s'ouvre à la grâce, à la joie, à la lumière qui cherche à naître en nous. Que cette année soit une renaissance, une montée, un retour à l'essentiel et que la paix vous accompagne. Elle ouvre les yeux, son regard est clair, profond, infiniment aimant. Puis elle incline de la tête, comme une mère qui bénit ses enfants avant de les laisser marcher leur propre route. Et c'est ainsi qu'une énergie vive, pétillante, un peu imprévisible, traverse la table. On sent une présence qui n'a jamais eu peur d'être elle-même, même quand ça dérangeait. Une présence franche, drôle, intense, mais aussi profondément sensible. La silhouette qui apparaît est une femme au regard vif, au sourire large, à l'aura chaleureuse. Elle avance avec assurance, mais aussi avec une forme de tendresse désarmante. Kirstie Alley prend place. Elle lance un regard complice aux autres invités, comme si elle arrivait dans une fête où elle connaissait déjà tout le monde. Puis elle pose une main sur la table et son énergie remplit l'espace. Sa voix est directe, vibrante, sans détour. Elle parle comme elle a toujours vécu, avec vérité, humour et une lucidité qui surprend. Elle dit, le monde aujourd'hui est un monde qui se cherche. Les gens veulent être vus, aimés, entendus, mais ils ont peur d'être eux-mêmes. Ils se cachent derrière les images, des opinions, des façades. Ils veulent plaire, mais ils ne veulent plus se montrer. Elle observe une humanité hypersensible, hyper connectée, mais isolée, affamée d'authenticité, mais paralysée par le jugement. Elle dit, vous vivez dans une époque où tout le monde a peur de se tromper, peur d'être critiqué, peur d'être imparfait. Mais c'est dans la perfection que la lumière passe. C'est dans la vérité que la guérison commence. Elle dit que le monde souffre,
d'un excès de comparaison et d'un manque de compassion. Les gens jugent trop vite. Ils se comparent trop souvent. Ils se pardonnent trop peu. Ça crée un monde dur alors que les cœurs sont fragiles. Kirsty parle comme une femme qui a traversé les tempêtes, qui a fait des erreurs, qui a appris, qui a aimé, qui s'est relevée. Osez être soi-même, même quand c'est imparfait, nous dit-elle. Arrêtez de vouloir être parfait. Soyez vrai, soyez drôle, soyez bizarre, soyez humain. C'est ça qui touche les autres. Elle dit que l'authenticité est un acte de courage et que ce courage manque cruellement au monde moderne. Elle insiste, comme Molière, mais avec une autre couleur, pour apprendre à rire de soi. Le rire est une médecine. Riez de vos erreurs, riez de vos drames, riez de vos travers. Ça vous libère, ça vous allège, ça vous ramène à l'essentiel. Aimez plus fort, aimez plus vrai, aimez plus libre. Elle parle d'amour comme un moteur qui guérit, qui rassemble, qui transforme. Aimez sans calculer, aimez sans attendre, aimez sans vous retenir. L'amour, c'est la seule chose qui laisse une trace. Elle parle également de se pardonner. Elle dit que beaucoup de gens vivent dans une culpabilité inutile. Pardonnez-vous, nous dit-elle. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous aviez. Le passé ne doit pas être une prison, il doit être un temps plein. Puis de choisir la joie comme un acte de résistance. Elle parle de joie comme une force spirituelle. La joie, ce n'est pas un luxe, dit-elle, c'est une arme, une lumière, une façon de dire au monde, tu ne m'auras pas. Kirsty ferme les yeux, puis une lumière rose, vibrante et chaleureuse, se dépose autour d'elle. Une lumière qui guérit par la douceur, mais aussi par la vérité. Sa bénédiction est un mélange de tendresse, d'humour et de sagesse. Elle dit: je vous bénis pour cette nouvelle année. Je bénis votre cœur qu'il ose aimer sans peur, qu'il ose se montrer sans masque, qu'il ose se choisir. Je bénis votre joie, qu'elle revienne, qu'elle déborde, qu'elle vous surprenne. Je bénis votre vérité, qu'elle devienne force, guide et votre lumière. Je bénis votre chemin, qu'il soit rempli de rencontres vraies, de rires sincères et des moments qui guérissent. Et je vous bénis, vous, dans votre humanité, dans votre imperfection, dans votre beauté unique. Que cette année vous rende plus libre, plus vivant, plus vrai. Elle ouvre les yeux, son regard est lumineux, tendre et profondément humain. Puis elle sourit, un sourire qui dit: tout va bien aller, continue, t'es plus fort ou forte que tu penses. Alors voilà ce qui conclut notre table ronde du jour. Moi, je l'ai changé un peu pour la thématique de la bonne année, avec la bénédiction de la bonne année. C'est le fun, ça fait du bien. Et voilà que nous poursuivons l'émission avec la présentation de la deuxième trame sonore. Donc, pour ouvrir notre spécial jour de l'an, je vous propose un moment devenu culte. Voici la scène qui a propulsé Michelle Pfeiffer au rang de star. Cool Rider, tiré de Grease 2. Une performance électrisante, libre, audacieuse, où elle incarne toute la fougue et la sensualité d'une jeunesse qui ose suivre son désir. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir une femme qui a marqué plus de 40 ans de cinéma, Michelle Marie Pfeiffer. Née le 29 avril 1958 à Santa Ana, en Californie. Actrice américaine parmi les plus respectées de sa génération, elle est aussi une femme discrète, engagée et dotée d'une profondeur humaine qui dépasse largement son statut d'icône hollywoodienne. Michelle grandit dans une famille modeste et soudée. Son père, Richard Pfeiffer, est installateur de chauffage et de climatisation, et sa mère, Donna Taverna, est une femme au foyer.
Elle est la deuxième de 4 enfants, entourée d'un frère aîné Rick et de 2 sœurs cadettes, Dee, qui deviendra elle aussi actrice. Puis il a Laurie comme dernière sœur. Sa famille porte en elle un riche mélange d'origines, entre autres allemande, irlandaise et néerlandaise du côté paternel. Puis du côté de la mère, ben, elle est suisse à la fois et suédoise. Donc ça fait un beau petit cocktail. Elle passe son enfance au Midway City, en Californie, où elle développe un caractère fort. À l'école secondaire, elle est une élève correcte, mais elle se bat souvent pour répondre aux moqueries sur sa taille, sa démarche. Cette combativité deviendra une force dans sa vie. Je vois ça, puis je vois son film Dangerous Mind qu'elle a fait à un moment donné. Je viens de voir le lien. Pourquoi qu'elle a fait ce film-là? C'était à cause de ça, là, son secondaire. Mais après ses études secondaires, elle s'est inscrite au Golden West College où elle envisage d'abord une carrière de greffière. Mais le destin l'appelle ailleurs. Elle découvre le théâtre et tout bascule. En 1978, elle remporte le concours de beauté du comté d'Orange et termine 6e au concours de Miss Californie. Cette visibilité lui ouvre les portes à la télévision. Elle décroche ses premiers rôles dans L'Île Fantastique, Delta House, Chip, puis fait ses débuts au cinéma dans Falling in Love Again et de Hollywood Night. Elle dira plus tard qu'elle jouait alors des bimbos en attendant de devenir une véritable actrice. Puis, elle poursuit sa formation au Beverly Hills Playhouse, déterminée à apprendre son métier. Puis la percée s'est faite en 82. Elle obtient son premier rôle important dans Grease 2. Le film est un échec, mais Michelle se démarque. C'est grâce à cette performance de Brian De Palma qui accepte finalement de l'auditionner pour Scarface en 83. Puis aux côtés du film d'Al Pacino, elle incarne Elvira Hancock, un rôle devenu mythique. Le film propulse sa carrière et révèle une actrice capable d'allier intensité, fragilité et présence magnétique. Je pense que ça a été traduit Frankie et Johnny, ce film-là. Oui, elle est serveuse avec Al Pacino. Excusez, j'ai ma connaissance qui embarque au-dessus des, des recherches de notre Superline Gagné. Donc, en 1980, elle a une ascension fulgurante. Elle enchaîne avec Lady Wake, Série noire pour Nuit blanche, puis Sweetie Liberty. Puis vient son premier grand succès commercial, Les sorcières d'Eachwick en 87 avec Jack Nicholson, Cher et Susan Sarandon. Jack Nicholson et Cher, on le fait dans les émissions, mais Susan, pas encore. Je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas écoutées. En 1988, elle brille dans Veuve mais pas trop, puis dans Les Liaisons dangereuses où elle incarne Madame de Torville. Ce rôle lui vaut un BAFTA et une nomination aux Oscars. Puis en 89, elle livre une performance les plus acclamées dans Suzy et de Baker Boy, où elle chante elle-même. Elle remporte le Golden Globe de la meilleure actrice. Puis dans les années 90, ben, maturité, audace et rôle culte. Elle refuse plusieurs propositions majeures comme Pretty Woman. On a dû le regretter, celle-là. Le silence des agneaux. Tellement Héloïse. En passant, Gina Davis aussi, on l'a fait dans une émission antérieure. Elle a passé à côté des beaux rôles, en tout cas. Je reviens à ce que notre recherchiste pour choisir des personnages plus nuancés. Bon, fait qu'elle a nuancé en 92 avec Catwoman dans Batman Returns. Puis sa performance sensuelle, féline et profondément humaine devient culte. Elle enchaîne avec Love Field, le temps de l'innocence de Scoress Wolf. Esprit rebelle, un beau jour. Ça, c'est avec Bruce Willis qu'on a fait, je l'ai déjà vu. Aussi profond que l'océan, et elle prête sa voix à Séphora dans Le Prince d'Égypte.
Puis dans les années 2000, ben, ça tourne autour du succès, d'une pause et même certains retours. Elle retrouve le sommet au box-office avec apparence aux côtés d'Harrison Ford, qu'on a fait aussi. Elle brille ensuite dans Sam, Je suis Sam, Laurier blanc, puis elle prête sa voix à la déesse Eris dans Sindad. Elle prend ensuite une pause pour se consacrer à sa famille. En 2007, elle revient en force avec deux rôles marquants, Stardust puis Hairspray. La même année, elle reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Puis de les années 2010 à 2020, ben, il y a une renaissance puis un prestige. Elle apparaît dans The Dark Shadow, de Malavita, de Happy New Year's. Ben, pourquoi qu'on le fait au jour de l'an? C'est en lien avec ça. Puis elle revient avec grâce en 2017 avec Where is Kira? The Wizard of Life, qui a eu aussi une nomination au Emmy Award puis au Golden Globe. Elle a fait Mother et Le crime de l'Orient Express. Puis en 2018, elle rejoint l'univers Marvel dans Ant-Man et la Guêpe, puis dans Avenger Endgame et Quantumania. Elle joue ensuite dans Maléfique, Le pouvoir du mal et The French Exit, rôle salué par la critique. Bon, au niveau de sa vie amoureuse, famille, bon, ben, elle a traversé des épreuves, notamment l'influence d'une secte à ses débuts. C'était l'acteur Peter Horton qui l'aide à s'en libérer. Il se marie en 1981 et divorce en 1990. Puis en 93, elle rencontre David E. Kelly, qu'elle épouse la même année. Elle adopte une fille, Claudia Rose, puis donne naissance à son fils, John Henry. Discrète, elle vit aujourd'hui à Pacific Palisades. Michel soutient de nombreuses causes, l'Alzheimer, le cancer, les droits civiques, la santé mentale, la protection des animaux, la communauté LGBT, la pauvreté et les réfugiés. Puis en 2019, elle lance une ligne de parfums éco-responsables. Michel cumule aussi 3 nominations aux Oscars, 8 nominations aux Golden Globes, des dizaines de prix internationaux, ben, son étoile sur Walk of Fame, plus de 51 films et 13 séries. Elle est reconnue pour sa polyvalence, pour sa profondeur émotionnelle, son élégance naturelle, son intégrité artistique et sa longévité exceptionnelle. Bon, j'ajoute un commentaire personnel. Moi, je la reconnais pour ses lèvres. Oui, si un jour quelqu'un me dit refais-toi les lèvres, je prendrais les siennes. J'ai toujours trouvé qu'elle avait des lèvres extraordinaires. Alors voilà, fin de la parenthèse. Alors, je vous présente la deuxième trame sonore. On plonge dans l'un de ses moments les plus iconiques de sa carrière. Voici la scène légendaire de Making Whoopi, tirée du film The Fabulous Baker Boys de 1999. Puis dans cette performance sensuelle et maîtrisée, Michel révèle toute l'ampleur de son talent, sa voix, sa présence, son intensité. Cette scène a fait d'elle une actrice incontournable, acclamée par la critique et adorée du public. Alors, tout ça pour dire que quand on regarde l'énergie de Michel au niveau de son âme, oui, elle a la beauté naturelle, le magnétisme, la sensualité. On voit également de l'endurance, de la constance et un travail acharné. D'ailleurs, un petit peu usé au genou droit à cause de ça. Mais il y a une profonde loyauté, un rapport sacré au corps, à la présence, à la matière. Puis elle a une capacité à incarner la féminité dans toutes ses nuances, la douceur, la force, le mystère, la vulnérabilité. Chez elle, ben, c'est pas juste une question esthétique, c'est une force d'incarnation. Elle ne joue pas ses rôles, elle les habite. Puis, elle a une influence de feu dans ses énergies. On le voit à son intensité à l'écran, sa capacité à se transformer, son magnétisme presque animal. Tout cela évoque une présence de feu dans ses énergies. Puis ça y donne du charisme, de l'audace, de la capacité à prendre des risques artistiques, puis de la présence scénique hypnotique.
Mais son regard, sa profondeur émotionnelle, sa vulnérabilité palpable indiquent que, elle a une sensibilité extrême, une intuition profonde, une capacité à ressentir les émotions des autres, puis une intensité intérieure qui nourrit son jeu. Mais son chemin de vie est celui des artistes, des empathes, des médiateurs, des êtres sensibles qui ressentent tout, mais elle est aussi au niveau des inspirateurs, des êtres qui élèvent la conscience, des âmes qui transforment par leur présence. Et tout cela explique sa discrétion, sa profondeur, sa capacité à toucher les gens sans jamais forcer, puis son aura presque mystique, puis son impact culturel durable. Sa couleur d'âme, ben, la vibration dominante chez Michel, c'est le argent lunaire. C'est la couleur des artistes intuitifs, des êtres caméléons, des âmes qui reflètent les émotions des autres, les guérisseurs silencieux, les femmes mystiques, sensibles, profondes. Puis c'est une couleur qui donne une élégance naturelle, un aura magnétique, une beauté intemporelle, puis une capacité à incarner les archétypes féminins puissants. Je la vois, j'ai eu un flash, je la vois dans un rôle où c'est une femme très près de Jules César. Elle avait une tunique bleue, verte émeraude avec de l'or. En tout cas, je sais pas si c'est un rôle qu'elle a fait ou si c'est une ancienne vie, mais l'archétype féminin puissant, je creuserai là-dessus avec le flash que je viens d'avoir. Mais Michel appartient à la famille d'âmes des artisans de lumière, plus précisément des incarnateurs, des transformateurs, des muses. Puis elle a aussi les incarnateurs, là, ce sont des âmes qui transforment l'invisible en visible. Elles donnent forme à l'émotion, au mythe, à l'archétype. Puis dans les transformateurs, ben, elles traversent les épreuves pour ensuite rayonner une force intérieure qui inspire les autres. Puis, on va se le dire, c'est une muse. La famille d'âme des muses qui éveille quelque chose chez les autres, du désir, de la beauté, de la profondeur, de la créativité. Mais Michel, elle est ces trois familles-là à la fois. Pourquoi que son plan de vie est plutôt symbolique, tu sais, incarner la beauté par force spirituelle, pas la beauté superficielle, mais la beauté comme vérité, comme présence, comme résonance. Puis elle est venue montrer la puissance de la vulnérabilité, incarner les archétypes féminins complexes, inspirés par la discrétion, pas par le bruit, guérir par l'âme et l'art, transformer ses blessures en lumière, montrer qu'on peut être sensible et forte. Puis dans son parcours personnel, ben, on voit qu'au niveau des dépendances, de la manipulation, de la libération, de la reconstruction, fait partie de son plan qui devait l'amener à traverser l'ombre pour rayonner autrement. J'ai été voir au niveau de ses vies antérieures. Et puis, j'ai vu une prêtresse artiste dans l'Égypte ancienne. Elle travaillait avec la voix, la danse, les rituels, la beauté comme langage sacré. Mais elle avait les cheveux brun pâle, caramel, assez longs. Alors, c'était pas une petite blonde comme aujourd'hui. Et puis, ben, dans cette incarnation-là, on comprend son magnétisme, son élégance naturelle, puis sa capacité à hypnotiser par la présence qu'elle possède aujourd'hui et qu'elle a ramenée. J'ai vu une guérisseuse arboriste en Europe médiévale. C'était une femme intuitive, sensible, persécutée pour sa différence. Cela explique sa discrétion, sa méfiance envers les systèmes, son empathie profonde, puis son engagement pour les causes humaines. J'ai vu une noble de la Renaissance italienne qui était éduquée, cultivée, entourée d'artistes. Elle utilisait l'art pour influencer subtilement la société. Ça explique son raffinement, son intelligence émotionnelle, puis son aura aristocratique qu'elle a aujourd'hui. Et puis, j'ai vu actrice de théâtre au 19e siècle. C'était une femme passionnée, intense, qui vivait pour la scène. Elle a appris la transformation, la discipline et la puissance du regard.
J'ai vu aussi un fou du roi, mais qui n'avait pas réussi à percer, mais j'en ai pas parlé parce qu'elle n'a pas trop ouvert l'aspect comique, et comédie, si on peut dire, dans cette vie-ci. Elle a essayé un peu, là. Mais tout ça pour dire que Michel est une âme ancienne, sensible, lumineuse, caméléon, guérisseuse silencieuse et une artiste incarnée. Elle porte la beauté du taureau, la profondeur de la lune, le feu d'une artiste née, puis une mission d'incarner la féminité dans toutes ses nuances. Elle a même une âme qui transforme simplement en étant elle-même. Et puis, pour notre dernière trame sonore consacrée à Michel Pfeiffer, on plonge dans l'un de ses rôles les plus savoureux et les plus jubilatoires. Voici Miss Baltimore Crabs, tiré du film musical Hairspray en 2007. Dans ce numéro éclatant, Michel incarne Velma, une ancienne reine de beauté devenue directrice d'un show télé, et elle le fait avec une énergie délicieusement vernimeuse. Cette Michelle est dans toute sa maîtrise, drôle, flamboyante, parfaitement synchronisée, capable de jouer la méchante avec une élégance irrésistible. Un moment où elle prouve encore une fois qu'elle peut tout faire, chanter, danser, jouer, hypnotiser, et, qui, et elle reste même dans la caricature d'une précision et d'un charisme inégalés. Et on poursuit avec le message de l'âme de Michel. J'ai pu échanger avec elle et je lui ai demandé justement un message pour les auditeurs. Quelle sagesse qu'elle avait à nous partager. Elle a dit, n'ayez pas peur de votre sensibilité. Direct de même. Elle n'est pas une faiblesse, c'est votre instrument le plus fin. J'ai passé ma vie à apprendre que la vulnérabilité n'est pas un défaut à cacher, mais une porte vers vers la vérité. Ce que vous ressentez profondément n'est pas un obstacle, c'est un guide. Osez être subtil dans un monde bruyant. Osez être nuancé dans un monde polarisé. Osez être vrai dans un monde qui joue des rôles. Votre lumière ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la présence, dans la façon dont vous habitez votre corps, votre voix, votre regard, dans la manière dont vous vous relevez après chaque chute. Ne laissez pas personne définir votre valeur. Ne laissez aucune critique éteindre votre feu. Ne laissez aucune peur vous empêcher de créer. Vous êtes ici pour incarner quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre ne peut offrir, quelque chose qui ne se mesure pas, ne se compare pas, ne se limite pas. Et votre âme sait, votre cœur sait, votre corps sait. Écoutez-les. Et souvenez-vous, la beauté n'est pas ce que vous montrez, c'est ce que vous dégagez quand vous êtes aligné parfaitement avec vous-même. C'est alors que je l'ai béni, j'ai beaucoup aimé son message. Je dis, Michel, je te bénis pour la lumière que tu as incarnée, pour la finesse que tu as offert au monde, pour la beauté que tu as tenue sans jamais la laisser t'avaler. Je bénis ton chemin d'artiste, tes silences, tes choix courageux, tes retraits, tes retours, ta constance. Je bénis la femme derrière l'icône, la sensibilité derrière la maîtrise, la profondeur derrière la discrétion. Que ton âme soit entourée de douceur, de reconnaissance, de paix et de gratitude. Que ton essence continue de rayonner dans chaque personne que tu as touchée, dans chaque rôle que tu as incarné, dans chaque cœur que tu as ouvert. Et c'est alors que mon âme lui a offert de la clarté. La clarté qui dissout les doutes, la clarté qui apaise les zones floues, la clarté qui les ramène l'axe, le souffle, la discrétion. Mon don de la clarté, je l'avais amené à un niveau un petit peu plus élevé. Fait que je suis capable de pouvoir lui donner pour qu'elle puisse comme le télécharger, puis le mettre à un niveau beaucoup plus haut, plus performant. Puis, dans cette énergie-là que je lui ai offert, ben, ça offre également un discernement, un recentrage, une vérité intérieure, une douceur ferme, une lumière stable. Comme c'est un soin qui dit, tu peux te déposer et déposer ce qui pèse.
Tu peux te reposer dans la lumière, tu peux laisser la vie te porter, tu n'as plus rien à prouver, tu es déjà complète. Puis ça a été vraiment un beau bijou, une croix en C, titane, or et diamanté, dans une belle sphère de lumière. Puis elle me renvoyait un genre de soin aussi, comme un miroir, une transmission inspirée de son essence. Pour moi et pour vous, évidemment, elle envoie la permission d'être sensible. C'est une belle petite perle rose. Une permission de ressentir profondément, d'être touché, d'être humain, d'être imparfait, d'être vrai. Elle nous offre une énergie élégance intérieure, une présence, une authenticité, une beauté incarnée, une force tranquille. Elle dit, prenez soin de votre lumière, elle est plus fragile que vous ne le croyez, elle est plus puissante que vous ne l'imaginez. Honorez-la, protégez-la et laissez-la vivre. Ah, je l'aime beaucoup, Michel. C'est une énergie un échange qui s'est fait beaucoup dans le rose et le doré. Pour ouvrir notre segment consacré à Zac Efron maintenant, je vous présente Lady's Choice. Ça vient de Hairspray en 2007. On retrouve un de ses rôles les plus électrisants, celui de Link Larkin. C'est un numéro irrésistible qui a révélé au monde entier son charisme, son sens du rythme et cette énergie joyeuse qui lui est propre. Dans cette performance, Zach incarne le charmeur par excellence, un mélange de sourire désarmant, de présence scénique explosive et d'une aisance naturelle qui capte instantanément l'attention. C'est le moment où il passe du statut de jeune vedette à celui d'artiste complet. Chanteur, danseur, acteur, capable de tenir la scène avec une assurance déconcertante. Aujourd'hui, nous vous présentons un artiste qui a grandi sous les projecteurs, mais qui n'a jamais cessé de se réinventer. Zac Efron, acteur, chanteur, producteur et explorateur moderne, dont le parcours est marqué par la discipline, la transformation et une quête constante d'authenticité. Zac Efron a grandi à Arroyo Grande, en Californie, dans une famille de classe moyenne qu'il décrit comme normale. Bien qu'il se reconnaisse culturellement comme juif, il se dit agnostique, n'ayant jamais développé la pratique religieuse. À 11 ans, son père lui donne la permission de tenter une carrière d'acteur, un simple geste qui change tout. Au lycée, il joue de nombreuses pièces, travaille dans des théâtres locaux, prend des cours de chant et s'illustre dans plusieurs comédies musicales comme Gypsy, Peter Pan, Little Shop of Horror, puis The Music Man. Puis sa professeure de théâtre le recommande à un agent de Los Angeles. Il signe ensuite avec la prestigieuse Creative Artists Agency. En 2006, il obtient son diplôme du lycée, refuse l'Université de Californie du Sud et choisit de se consacrer entièrement à sa carrière. Il a fait ses débuts à la télévision en 2002, jusqu'en 2005. Il commence à 15 ans avec des apparitions dans Firefly, Urgence, Le Protecteur. En 2004, il décoche un rôle important dans Summerland qui lui ouvre les portes de séries populaires comme Les Experts, Miami, La vie de Palace de Zack et Cody et NCIS. En 2003, il joue dans le film Miracle Run qui lui vaut une nomination au Young Artist Award. Une explosion mondiale dans High School Musical 2006-2008. Il devient une star planétaire grâce à High School Musical où il incarne Troy Bolton. Le film devient un phénomène culturel. Il remporte 2 Teen Choice Awards et plusieurs chansons du film atteignent simultanément le Billboard Hot 100. En 2007, il reprend son rôle dans High School Musical 2, qui revient le téléfilm le plus vu de l'histoire avec 17,2 millions de téléspectateurs. Puis en 2008, il fait High School Musical 3 qui sort au cinéma et clôt la trilogie. En 2007, il incarne Link dans Hairspray. Cette fois, il chante lui-même, se teint les cheveux en noir et prend 15 kilos pour le rôle. Le film reçoit d'excellentes critiques et confirme son statut d'artiste complet.
En 2009-2012, il a une transition vers le cinéma plus mature. En 2009, il joue dans 17 ans encore avec Luke Perry, Matthew Perry. On a dit Chandler Bling, fait qu'à un moment donné, hein? Puis apparaît dans Funny or Die, Saturday Night Live et Entourage. Il tourne ensuite Le secret de Charlie en 2010, un drame indépendant. En 2011, il joue dans Happy New Year, succès commercial. En 2012, il vit une carrière charnière. La voix de Ted dans Lorax, le rôle principal dans Lucky One, un rôle intense dans Paperboy avec Nicole Kidman, puis la participation à un film indépendant qui s'appelle Liberal Arts. Puis, il y a un rôle de At Any Price avec Dennis Quaid. C'est une période qui marque sa volonté de sortir du cadre d'adolescent et d'explorer des registres plus ambitieux. Et de 2013 en 2016, il fait un virage vers la comédie. Il joue dans le drame historique Parkland, mais les échecs successifs de ses projets dramatiques l'amènent à se tourner vers la comédie. Et en 2014, il produit et joue dans Célibataire ou presque, puis surprend dans Nos pires voisins, où il incarne un étudiant immature. Le film est un succès massif et installe Zach dans un nouveau registre, la comédie irrévérencieuse. Il enchaîne ensuite We Are Your Friend 2015, Dirty Pappy en 2016 avec Robert De Niro, Nos pires voisins 2 en 2016, puis Art Control en 2016 aussi. De 2017 à 2020, ben, il y a Blockbuster, comédie musicale et rôle sombre. En 2017, il rejoint Baywatch, Alerte à Malibu, puis il revient dans la comédie musicale The Greatest Showman, aux côtés de Hugh Jackman et Zendaya. En 2018, il joue The Beach Bum, une comédie noire. En 2019, il surprend dans Extremely Wicked, puis dans Shockingly Evil and Vile, où il incarne Ted Bundy, une performance saluée par sa nuance et sa maîtrise. Puis il prête sa voix à Fred Jones dans Scoob en 2020. De 2022 à 2024, une maturité de transformation et de nouveaux défis. Il tient le rôle principal dans le thriller Firestarter, puis il joue dans The Greatest Beer Run Ever. La même année, il rejoint la comédie romantique A Family Affair aux côtés de Nicole Kidman. Puis il impressionne en 2023 de Iron Claw, où il incarne le catcheur Kevin Von Erich, une transformation physique et spectaculaire pour un rôle salué. Bon, au niveau, Zach multiplie les formats des téléfilms comme des Miracle Run, les High School Musical, les séries comme Summerland, Robo Chicken, Entourage, les téléréalités comme Star versus Wild, puis les documentaires écologiques Down to Earth with Zac Efron en 2020, où il explore la planète et la durabilité. C'est une série qui révèle un Zach plus mature, plus conscient, plus ancré. Bon, en 2010, il fonde sa société de production et développe l'entrepreneur en lui, Ninja Runnings Wild, qui participe à plusieurs de ses films. Puis en 2019, son frère Dylan annonce qu'ils produisent aussi un contenu numérique ensemble. Puis Isaac lance alors sa chaîne YouTube avec deux séries, Off the Grid, Aventure en nature, et Gym Time, Fitness et Nutrition. Puis en 2021, ben, le buzz autour de son visage. Lors du Earth Day 2021, Zach apparaît avec un visage gonflé, déclenchant un buzz mondial. En 2022, il révèle la vérité. Il s'est brisé la mâchoire en glissant chez lui, ce qui explique le gonflement. Puis sa vie privée, ben, il a vécu plusieurs relations médiatisées avec Vanessa Hudgens de 2005 à 2010, Lily Collin de 2013 à 2014, Michelle Rodriguez en 2014, Sami Miro de 2014 à 2016 et Vanessa Valadares de 2020 à 2021. Il est aujourd'hui beaucoup plus discret sur sa vie personnelle. Bref, Zach n'est pas seulement l'idole de High School Musical, il est devenu un acteur polyvalent, un producteur, un explorateur, un homme de transformation, un artiste qui cherche à grandir, à comprendre, à se dépenser.
Puis son parcours est celui d'un jeune prodige devenu un homme qui choisit ses rôles, ses défis et ses valeurs avec intention. Et c'est alors que je vous présente la deuxième trame sonore consacrée à Zach. On retourne dans l'un de ses moments les plus emblématiques dans sa jeunesse, justement, avec What Time Is It? Tiré de High School Musical 2, un numéro explosif qui a marqué toute une génération. Puis dans cette scène d'ouverture, Zach a une énergie contagieuse, l'excitation de la fin des classes, la liberté de l'été, l'élan collectif, la pure joie. C'est un moment où son charisme naturel, son sens du rythme et sa présence magnétique éclatent littéralement à l'écran. Mais c'est un numéro où tu vois qu'il y a qu'il y a une lumière plus solaire, spontanée, vibrant, rassembleur. C'est un rappel de cette période où il est devenu, presque du jour au lendemain, l'un des visages les plus aimés de la culture pop. Alors, Zac Efron, si on plonge dans une lecture de ses énergies, ben, c'est un charme naturel, c'est la diplomatie, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est la recherche de l'équilibre et le besoin d'être aimé et d'être apprécié. Chez Zach, dis-je, cette énergie se manifeste par son sourire magnétique, sa douceur naturelle, sa capacité à plaire à tout public, son talent pour naviguer entre plusieurs univers artistiques, puis son désir profond d'être en paix avec lui-même. Chez Zach, cette énergie se manifeste par son sourire magnétique, sa douceur naturelle, sa capacité à plaire à tous les publics, son talent à naviguer entre plusieurs univers artistiques, puis son désir profond d'être en paix avec lui-même. Puis, lui aussi également, il y a une forte présence de feu dans son énergie. On le voit au niveau de son intensité physique, sa discipline, sa transformation corporelle, puis son énergie sportive. Puis, c'est un feu qui a de l'ambition, de la détermination, de la capacité à se réinventer, à son courage pour sortir de son image Disney, force pour traverser les épreuves également. Puis, on voit aussi qu'il y a une énergie de l'eau à un certain niveau pour lui donner une profondeur émotionnelle cachée, une intuition forte, une empathie naturelle, puis une sensibilité parfois difficile à gérer sous les projecteurs. Puis, au niveau de son chemin de vie, on voit qu'il y a le pouvoir, la maîtrise, la transformation. C'est un chemin de vie près des bâtisseurs, des leaders, des êtres qui doivent apprendre à se tenir debout, des personnes qui vivent des cycles de chute et de renaissance, puis des âmes qui apprennent à maîtriser leur énergie, leur corps, leur image. Puis, c'est un chemin de vie où on trouve une force intérieure, la résilience, la capacité à se reconstruire. Fait que ça explique un peu ses transformations physiques, sa discipline extrême, sa capacité à rebondir après les critiques, son besoin de se prouver des choses, son rapport à l'image aussi qui est plutôt complexe. Mais la couleur d'âme dominante chez Zac Efron, c'est le bleu électrique. La couleur des âmes en transformation, des êtres qui cherchent leur vérité, des artistes qui veulent inspirer par l'authenticité, des explorateurs, puis des guérisseurs aussi par l'action. Puis, c'est une couleur qui donne l'intensité, la quête intérieure, le besoin de liberté, l'énergie physique qui est puissante, puis une sensibilité cachée. Mais Zach appartient à la famille d'âmes des explorateurs, puis des guérisseurs par l'expérience. Ben, les guérisseurs, ce sont des âmes qui apprennent en vivant, bougeant, en testant, en dépassant. Elles ont besoin de nature, de mouvement, de défis, d'aventure. Puis la famille des guérisseurs par l'expérience, ben, ce sont des âmes qui transforment leurs blessures en sagesse. Elles inspirent par leur parcours inconnu, pas par leurs mots. Puis Zach a exactement cela. Un homme qui apprend en tombant, en se relevant, puis en se transformant. Puis au niveau de son plan de vie, si on peut dire, il est venu pour se libérer de l'image, pour trouver sa vérité intérieure, apprendre à être lui-même sans performance, à transformer ses blessures, à inspirer par sa vulnérabilité, puis à reconnecter les gens à la nature, au corps, à la simplicité. Fait que son parcours, ben, Disney, la célébrité précoce, la pression, la transformation physique, la quête de sens fait partie de ce plan.
Et j'ai vu aussi au niveau de ses vies antérieures, OK, un guerrier ou un soldat dans l'Antiquité. Il y avait la discipline, la force, l'endurance. Puis ça explique sa transformation physique, sa résilience, son besoin de se dépenser. J'ai vu aussi un éclaireur ou un explorateur dans une tribu ancienne. C'était un homme qui vivait dehors en mouvement, en lien avec la nature. Ça explique un peu aujourd'hui son amour du plein air, puis sa série Down to Earth, puis son besoin de liberté. J'ai vu un artiste itinérant au Moyen Âge, un homme qui divertissait, chantait, racontait des histoires, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une partie de son charisme, de son talent naturel, puis de son besoin d'être en mouvement qui vient de là. Puis j'ai vu un bâtisseur ou un artisan dans une vie beaucoup plus humble qui travaillait avec ses mains dans la matière. Ça explique aussi son côté terre à terre, sa simplicité malgré la célébrité, puis son choix de famille modeste. Et puis, tout ça pour dire que Zac Efron est une âme en transformation, sensible derrière la force, en quête d'authenticité, guidé par la nature, marqué par le besoin d'équilibre, porté par une énergie de renaissance. Et pour conclure ce segment consacré à Zac Efron, on rentre dans l'un de ses moments les plus magnétiques de sa carrière. Voici l'extrait Rewrite the Stars. Et c'est un duo inoubliable qu'il fait avec Zendaya dans The Greatest Showman. Dans cette scène, Zach révèle une facette plus mature, plus vulnérable, plus incarnée de son talent, avec un petit côté acrobatique aussi. Donc, ce n'est plus le jeune prodige de Disney, c'est un homme qui chante avec le cœur, qui joue avec la vérité et qui ose la tendresse et l'intensité. Puis le numéro est une chorégraphie suspendue entre le ciel et la terre, un dialogue amoureux où deux êtres tentent de défier les limites imposées par le monde. Alors voilà, tout ça pour dire que on est rendu au message symbolique de l'âme de Zach pour notre évolution. Alors je lui dis, qu'as-tu le goût de partager avec nous, âme de Zach? Il dit, n'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de vous transformer. N'ayez pas peur de devenir quelqu'un d'autre que ce que le monde attend de vous. J'ai passé ma vie à apprendre que l'image n'est qu'un vêtement, qu'on peut la porter, la déposer, la brûler, la recréer, qu'on peut se perdre pour mieux se retrouver. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs, vous êtes défini par ce que vous choisissez d'en faire. Votre corps est un instrument, votre cœur est un guide, votre intuition est un phare. Osez sortir du rôle qu'on vous a donné, osez dire non, osez dire oui, osez recommencer. La liberté n'est pas un endroit, c'est un état intérieur. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être puissant. Vous n'avez pas besoin d'être constant pour être vrai. Vous n'avez pas besoin d'être solide pour être lumineux. Vous avez seulement besoin d'être présent à vous-même, à votre vérité, à votre souffle. Et c'est alors je lui ai répondu, Zach, je te bénis pour ta force, ta vulnérabilité et ta capacité à renaître encore et encore. Je bénis l'homme derrière l'icône, celui qui cherche, celui qui doute, celui qui relève, celui qui apprend à aimer autrement. Je bénis ton courage d'être vrai, ton désir de te connaître, ta quête d'équilibre, ta lumière électrique. Que ton chemin soit entouré de douceur, de clarté, de paix profonde, que tu trouves l'espace où ton âme respire, où ton corps se repose, où ton cœur s'ouvre sans peur. Et je bénis aussi dans ta capacité de transformer, dans ta vérité et ton humanité. Et c'est alors que je lui ai offert une, une belle pierre liquide bleue électrique qui vibre l'alignement. L'alignement entre son corps, son cœur, son mental et son axe intérieur. Je lui ai offert une énergie de recentrage, de stabilité, de respiration profonde, de vérité incarnée, de retour à soi. C'est un soin qui dit, tu peux arrêter de courir, tu peux revenir à toi, tu peux te tenir debout sans te battre, tu peux être toi sans performance, tu peux te reposer dans ton propre centre. Bref, ça a été un soin énergétique qui est calibré quelque peu. Et puis, on a eu une réponse à ça avec un ticket argenté. C'est un cadeau que son âme nous offre et sur le ticket, le billet, peu importe, là, c'est la permission de changer.
La permission de se transformer, de se réinventer, de se libérer des attentes, de recommencer, de se choisir soi-même. Zach nous offre une énergie de courage, de mouvement, de renaissance, d'authenticité, d'exploration. Son soin dit, vous avez le droit de devenir quelqu'un de nouveau. Vous avez le droit de le laisser derrière vous, ce qui ne vous ressemble plus. Vous avez le droit de vous surprendre. Vous avez le droit de vous choisir. Et c'est alors que j'ai eu comme une apparition. J'ai vu une incarnation où Michel et Zach se sont vus. Et j'ai vu une incarnation dans l'Égypte ancienne. C'était très reculé. Michel apparaissait comme une prêtresse artiste, gardienne du temple de la beauté, de la musique et du rituel. Zach, lui, était un jeune disciple, un élève curieux, vif, avide d'apprendre. Elle lui a enseigné la maîtrise du souffle, la présence, l'art de canaliser l'émotion, la beauté comme vibration. Et lui a apporté la joie, la spontanéité, le mouvement, puis l'élan. Et c'est une relation maître-élève, douce, respectueuse, fondée sur la transmission. Puis j'ai croisé aussi au niveau de la Renaissance italienne où ils étaient des artistes rivaux et alliés. Et les deux étaient artistes dans la cité italienne. Michel, musicien et poétesse, reconnu pour sa finesse. Zach était un jeune acteur-chanteur fugueux, talentueux, un peu rebelle. Ils se retrouvent souvent sur la même scène, parfois rivaux, parfois alliés. Ils s'inspirent mutuellement, se provoquent puis se dépensent. Fait que j'ai vu un lien d'admiration réciproque puis une émulation créative avec une complicité artistique profonde. Puis cette vie explique leur harmonie naturelle dans les duos, à travers les époques aussi, tu sais. Puis j'ai vu aussi une vie en Amérique du Nord, une vie de pionnier, plus humble, plus terrestre. Ils sont frères dans une famille de pionniers. Michel, c'est l'aîné protecteur, intuitif. Zach, le cadet énergétique aventureux. Puis ils apprennent ensemble la résilience, la solidarité, la complicité, la force intérieure. Bref, c'est une vie qui explique leur vibration familiale, leur douceur instinctive l'un envers l'autre et même dans leur rôle artistique. Bref, Michel et Zach partagent une mémoire de transmission, une mémoire artistique et une mémoire familiale. Et leur lien est fait de respect, d'inspiration, d'équilibre entre maturité et jeunesse, de beauté et mouvement, de profondeur et spontanéité. Voilà pourquoi nous les avons mis ensemble aujourd'hui dans notre spécial Jour de l'An. Donc, ce ne sont pas des âmes fusionnelles, mais elles sont des âmes alliées qui se reconnaissent dans la création, la sensibilité et la transformation. Et voilà, mes amours, ce qui complète notre rencontre d'aujourd'hui avec les univers de Michel et de Zach. Deux âmes, deux trajectoires, deux vibrations qui nous rappellent que la beauté, la transformation, la vérité intérieure prennent mille formes et qu'elles nous parlent toujours si on sait écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, recevoir votre propre lecture d'âme, votre mission de vie, vos vies antérieures ou un soin vibratoire personnalisé, je vous invite à prendre rendez-vous directement via nos plateformes. Et bien sûr, pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, suivez nos publications, partagez l'émission si elle vous a touché. Votre présence, votre écoute est un précieux allié pour nous et c'est ce qui fait vivre cette communauté. La semaine prochaine, pour la première émission de l'année 2026, nous ouvrons un espace sacré exceptionnel. Nous accueillerons les âmes et les vibrations de deux maîtres de conscience, l'âme de Moïse et l'âme de Bouddha. Deux présences immenses, deux sagesses millénaires, deux bénédictions puissantes pour commencer l'année dans la clarté, la paix et l'élévation. Préparez-vous, ça sera une émission transformatrice, lumineuse et inoubliable. Soyez bénis, namasté, au plaisir.